Bienvenue dans le débat consacré à la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping près de San Francisco. Un sommet qui a duré 4 heures dans une résidence à une quarantaine de kilomètres de la ville. Les deux dirigeants ont fait de vrais progrès face aux défis mondiaux. En tout cas, c'est ce qu'a assuré le président américain sur le réseau X, ex-Twitter. Les chefs d'État vont maintenir des lignes de communication directes, ouvertes, en particulier dans le domaine militaire. Ils vont commencer aussi à coopérer sur le fentanyl, ce qui n'a pas empêché Joe Biden de qualifier le chef de l'État chinois de dictateur, a-t-il dit. La Chine a évoqué immédiatement d'ailleurs une manipulation politique irresponsable, je cite. Les différends de fond restent donc vivaces, bien sûr, sur les technologies, sur le commerce, sur les questions militaires et surtout sur Taïwan. Les élections présidentielles à Taïwan ont lieu en janvier prochain. Joe Biden fustige aussi les liens de la Chine avec l'Iran et la Russie. Alors, quelles sont finalement les avancées de ce sommet? Est-ce une reprise de dialogue? La connexion entre les deux hommes est-elle rétablie? Malgré cette entrevue, peut-on parler de guerre technologique ou encore commerciale? Et la question de Taïwan reste-t-elle hautement inflammable? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arnaud Vollerin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération, auteur de Taïwan, la présidente et la guerre, et c'est aux éditions Novice. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean-Paul Chang, bonsoir. Bonsoir. Économiste et cofondateur de la Lettre de Chine. Bienvenue également. Pierre-Antoine Donnet est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien rédacteur en chef de l'AFP, ancien correspondant à Pékin et à New York. Votre prochain livre, on a déjà la couverture, c'est aux éditions Saint-Simon, Chine, l'empire des illusions. Merci d'être là. Et puis nous avons en duplex de Washington, Mathilde Vellier. Bonsoir, vous êtes chercheuse au programme géopolitique des technologies de l'IFRI. Bienvenue à vous. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en image justement sur cette rencontre qui a eu lieu donc dans les collines de Californie en marge du sommet de l'APEC. C'est Olivier Fessel. La poignée de main est chaleureuse et les visages détendus. Après des mois d'extrême tension, Xi Jinping et Joe Biden mettent en scène l'apaisement entre leurs deux pays. Ballon météo chinois qualifié d'espion par les Américains et abattu au-dessus de leur territoire, guerre économique acharnée, crispation autour de l'île de Taïwan, les deux dirigeants veulent mettre à plat leurs différends. Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il est irréaliste d'espérer influencer le modèle de l'autre et les conflits et les confrontations ont des conséquences insupportables des deux côtés. Si les dossiers les plus importants, comme celui de Taïwan, sont très loin d'être réglés, le locataire de la Maison-Blanche se réjouit des avancées sur la question du fentanyl. Cette drogue de synthèse qui fait des ravages et tue chaque année des dizaines de milliers d'Américains est souvent produite grâce à des composants venus de Chine. Pékin promet de s'attaquer à cette filière. Les deux puissances vont aussi collaborer sur la question climatique et renforcer la communication entre leurs armées. La diplomatie chinoise parle d'une rencontre qui fera date dans l'histoire sino-américaine, malgré cette déclaration de Joe Biden à la fin de sa conférence de presse. Monsieur le Président, considérez-vous Xi Jinping comme un dictateur, comme vous l'avez déclaré dans les médias par le passé? Eh bien oui, c'est le cas. C'est un dictateur dans le sens où c'est un homme qui dirige un pays communiste, qui a une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Des propos qui n'ont pas suffi à jeter un froid sur ce sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Le président chinois s'est réjoui de sa rencontre avec Joe Biden et a affirmé que son pays était prêt à devenir un partenaire et même un ami des États-Unis. Jean-Paul Chang, bon, rappelez que tout de même, la communication chinoise, c'était de dire qu'il s'agissait d'une manipulation politique irresponsable. Quand Joe Biden a qualifié Xi Jinping de dictateur, on voit qu'il y a une reprise de dialogue et en même temps, on continue à utiliser des noms qui ne font pas plaisir à l'autre. Oui, c'est pas grand-chose. Ceci dit, c'est à la fin de la conférence de presse et tout le monde comprend, y compris les Chinois, que Joe Biden ne peut pas se dédire par rapport à la presse américaine. Donc il a rajouté quand même toute une explication pour dire que c'est dans le sens... parce qu'il dirige un pays communiste qui a un système qui est tout à fait différent du nôtre. Sous-entendu, de manière peut-être un peu, bizarre de dire que tous ceux qui n'ont pas un gouvernement finalement semblable au gouvernement américain, au système
forcément, c'est quelque chose de douteux. En tout cas, dictateur, ça n'a pas fait plaisir aux Chinois. Ça a dû lancer un froid quand même. Oui, mais ça pèsera pas lourd dans les relations entre les deux pays, parce que finalement, sur le plan personnel, ils se connaissent bien. Moi, j'étais en Chine quand Biden est venu il y a très longtemps. Oui, il y a une certaine familiarité d'ailleurs entre les deux hommes. Tous les deux étaient vice-présidents, ils sont allés manger des nouilles ensemble dans les rues de Pékin, tout ça. Enfin bon, ils se connaissent bien. Donc c'est pas. Je pense que Xi Jinping peut lui pardonner. Le mot de dictateur. Voilà, bon, en tout cas, effectivement, peut-être que c'est moins froid entre les deux que depuis un an. Arnaud Vollerin, c'est ce qu'on pourrait dire. Il y a une espèce de téléphone rouge 2023 qui s'est installé entre la Chine et les États-Unis. C'est ça un peu, cette ligne directe sur les questions militaires? Effectivement, ils se sont reparlés, donc ça c'est bien, puisqu'ils ne l'avaient pas fait depuis un an, depuis la crise avec la venue de la présidente de la Chambre américaine, Nancy Pelosi, en août 2002 à Taipei. Néanmoins, c'est un peu plus qu'anecdotique, je trouve, que ce terme dictateur. C'est la deuxième fois que Joe Biden l'emploie cette année. Donc, toujours à des moments en plus particuliers. Là, c'est juste à l'issue d'une réunion qu'on disait de retrouvailles. Et là, on a l'impression qu'il a tiré le tapis sous les pieds de Xi Jinping, en l'occurrence. Il avait fait la même chose après un voyage un peu compliqué de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, en juin. Il avait également, c'est la première fois d'ailleurs qu'il a employé le mot dictateur. Donc, c'est des retrouvailles. Effectivement, ils se parlent, mais c'est des retrouvailles qui sont quand même teinté de beaucoup de prudence pour le moins, et surtout de beaucoup d'incertitudes quand même. Avec des résultats qui sont quand même assez limités. Assez minces. En tout cas, il y a cette ligne directe. Ça, c'est un des résultats. On va regarder, je vais vous faire réagir juste après, Pierre-Antoine Donnet, puisqu'on parlait de familiarité et de connaissance entre les deux hommes. On va regarder cette séquence qui est la séquence la plus regardée sur les réseaux sociaux en Chine de cette rencontre entre les deux présidents. Vous allez la voir, c'est une séquence où on voit justement la voiture de Xi Jinping, de la marque chinoise Hongqi. Je ne sais pas si je prononce correctement. Hongqi. Drapeau rouge en français. Alors, on ne la voit pas, mais on va la voir, j'espère, assez vite. Oui, ça serait bien de la jouer, justement. C'est ce qu'on me dit, en régie. On va la jouer tout de suite. C'est un très beau véhicule. C'est notre Hongqi sédan. Faites maison. S'il vous plaît, ouvrez la porte et regardez. C'est comme une Cadillac que nous avons là-bas. On les transporte avec moi lors des réunions internationales. Savez-vous comment ils appellent cette voiture? On l'appelle la bête. Ça montrait un peu cette ambiance, Pierre-Antoine Donnet, puisque les Chinois ont aimé qu'il flatte, en fait, Joe Biden, la voiture de Xi Jinping. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette rencontre? Écoutez, d'abord, pour ce terme de dictateur, comme vous l'avez dit, Jean-Paul, effectivement, il ne pouvait pas se dédire, mais c'est en retrait comparé à ce qu'il disait il y a quelques années. Et un jour, il a dit que c'est un voyou. En anglais, c'est a thug. Il l'avait dit devant tout le monde. Donc, je ne dirais pas que c'est très poli de sa part, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et effectivement, ça ne pèsera pas bien lourd pour la suite. Alors, par contre, sur le fond de cette rencontre, moi, je pense qu'elle n'est pas du tout anodine, loin de là. Dans la mesure où il y avait une volonté côté chinois d'apaisement, c'était très clair. Vous savez, comparé à il y a un an au G20 à Bali où ils s'étaient rencontrés, le ton d'agressivité qu'avait Xi Jinping à l'écart des États-Unis, je ne dis pas qu'il a disparu, mais il s'est atténué considérablement. Et j'y vois plusieurs raisons, mais la première des raisons, c'est que l'économie chinoise va mal et que, plus que jamais, la Chine a besoin des marchés occidentaux et en particulier des États-Unis. Donc ça justifierait, ça nous permettrait de comprendre la raison pour laquelle Xi Jinping a voulu faire cette... C'est l'une des raisons, il y en a d'autres, mais bon, c'est celle qui est la plus proéminente. Et pour les États-Unis, peut-être l'élection Alors pour les États-Unis, si vous voulez, quand on regarde l'ensemble du déroulé de ce sommet, franchement, sur le fond, Joe Biden n'a rien cédé, mais absolument rien. En revanche, il a obtenu de la part de Xi Jinping un certain nombre de concessions. Elles ne sont pas monstrueuses, mais elles sont là. Donc, par exemple, je vais vous dire, déjà le ton a changé. En plus, ils se sont engagés à un dialogue militaire que refusait Pékin depuis la visite de Nancy Pelosi. Ça, c'est un acquis considérable parce que c'est ce que cherchaient les États-Unis depuis des mois et des mois. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce mécanisme qui existait, qui va donc être restauré, de communication directe de haut niveau entre les militaires des deux côtés, s'il y avait un jour, et on voit très bien que le risque est là, un incident non désiré,
ce serait l'escalade. Et l'escalade, elle s'arrête si on peut communiquer. Donc, et s'il n'y a pas de communication, c'est dangereux. Effectivement, vous qualifieriez d'historique, vous, en tout cas d'important? Oui, ça peut représenter peut-être quand même un arrêt à la chute libre des relations sino-américaines. En tout cas, pour le moment, on a décidé tous les deux, enfin les deux côtés ont décidé de mettre un terme à cette chute incontrôlée. Donc on rétablit les canaux de discussion. C'est important, il ne faut pas oublier, c'est quand même dans le contexte de l'APEC. Il y a quand même 21 pays de la région. Il y a un sommet Asie-Pacifique. Oui, tout le monde regarde, parce qu'effectivement, si on continue à déraper, notamment sur le plan économique, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, tous les pays de la région vont en pâtir, puisque ça touche quand même toutes les chaînes d'approvisionnement dans toute la région. Et donc les deux, justement, pour vouloir montrer chacun son leadership dans la région, avaient intérêt à montrer que on est responsable, quoi. On va pas laisser les relations déraper. Donc je pense que c'est important, disons, compte tenu du contexte. Alors, ce que disait Pierre-Antoine tout à l'heure, c'est sur d'autres raisons, je suppose aussi, il y a des raisons internes chinoises. Oui, aussi. absolument. Je pense que c'est très important. Oui. Vous pensez, comme Pierre-Antoine, que l'économie chinoise, en fait, non, c'est pas seulement bas de l'aile et que ça expliquerait non, aussi... je suis moins sévère sur l'économie, parce que je pense que c'est pas ça. C'est plus l'espèce de croyance comme quoi la Chine serait en danger à cause des États-Unis, quoi, qui entraîne, bien entendu, tout un comportement politique domestique qui fait qu'on arrive quand même à un point, à mon avis, un peu critique. Et donc une détente même sur le front extérieur, même si c'est que des signes superficiels, etc., ça permettra probablement même à la société chinoise ou même à la vie politique chinoise de souffler un coup. Donc ça, c'est important pour la Chine. C'est important pour la Chine. Pour les États-Unis, je pense effectivement, il y a aussi l'inquiétude des milieux d'affaires. Il faut voir ce qui est important dans cette... On va en reparler des milieux d'affaires. Je voudrais d'abord faire réagir Mathilde Vélier. Vous qui êtes à Washington, vous êtes une spécialiste des technologies. D'ailleurs, vous voyez cette entrevue comme un succès ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la volonté d'essayer d'arrêter la chute libre de la relation. Je pense que les attentes étaient très 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 basses pour ce sommet et globalement elles sont à peu près remplies. L'objectif c'était, comme l'avait dit la secrétaire au Trésor Yellen lors de sa visite, de mettre un sol sous la relation, un filet de sécurité pour éviter que ça dégringole davantage. Et dans les avancées qui ont été conclues, effectivement c'est beaucoup de sujets qui sont portés depuis plusieurs mois par les États-Unis. C'est une vraie victoire quand même sur le plan intérieur pour la question du fentanyl pour Joe Biden, qui est un très très gros sujet de santé publique aux États-Unis. C'est aussi une victoire de manière plus générale pour la sécurité globale sur la question du rétablissement des communications à la fois interpersonnelles entre les deux chefs d'État et sur les sujets militaires. Voilà, il y a eu d'autres sujets comme le climat ou les échanges entre les peuples, ou plus intéressants, mais je pense qu'on y reviendra sans doute, sur l'intelligence artificielle, qui étaient des sujets qui n'ont pas été réglés, ceux-là, mais qui étaient... Mathilde Vélier, l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologie. Sur les... Ah non, il y a eu une petite annonce sur la volonté de mettre en place un groupe d'experts. C'est sûr qu'on est très loin d'un règlement de la situation, mais c'est intéressant. On n'est pas dans un groupe d'experts pour discuter des risques liés à la sécurité, des risques associés à l'usage de l'intelligence artificielle qui menacerait la sécurité, notamment l'intelligence artificielle utilisée dans un cadre militaire ou nucléaire. Effectivement, on est très loin d'une résolution de ce sujet-là, mais c'est intéressant que ça ait été porté à l'ordre du jour et ça fait tout à fait écho aux préoccupations américaines depuis plusieurs mois, particulièrement sur les inquiétudes quant à l'usage de l'intelligence artificielle militaire par la Chine et la modernisation des capacités militaires chinoises sur ce plan-là. Arnaud Vaulrin, sur le fentanyl, un mot tout de même, ça intéresse beaucoup de monde, et de savoir tout de même qu'il y a un lien entre la Chine, le Mexique, puisque c'est le cartel de la drogue mexicaine, et donc cette inondation du marché chinois de fentanyl. Donc le fentanyl, en fait, un certain nombre de composants sont effectivement en Chine, et c'est quoi, la mafia chinoise qui... Ils arrivent effectivement par cargo jusqu'aux États-Unis et c'est effectivement un problème colossal puisque je crois que l'année dernière, il y a eu l'équivalent de 110 000 morts aux États-Unis. Donc c'est effectivement, comme le mentionnait Mathilde, un vrai problème de société américaine. Donc ça, c'est vraiment la grande annonce. Je reviens juste 10 secondes sur le canal de discussion qui a été rouvert au niveau des militaires. C'est très important
puisque dans le détroit de Formose et d'une manière générale en mer de Chine méridionale, on a constaté des actions de la Chine de plus en plus agressives, avec des provocations entre avions notamment. Et là, il faut effectivement qu'il y ait un canal de discussion ouvert pour éviter un incident qui peut faire effectivement plonger toute la région dans la guerre. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est le dernier mot, enfin le mot qu'on peut avoir pour éviter vraiment le dérapage. Sur le fentanyl... Oui, alors, sur fentanyl, ils sont renvoyés la balle déjà pendant quelques mois. La Chine, sait que la Chine est un des gros producteurs de précurseurs qui rentrent dans la fabrication de fentanyl. Ce sont des composants, c'est ça qui font partie... C'est des composants, on appelle ça des précurseurs. Donc simplement, il y a beaucoup de précurseurs. Et donc les Chinois ont fait un effort pour faire ce qu'on appelle la classification. Ils ont défini un certain nombre de catégories, probablement une classification qui se veut très fine pour déterminer exactement quels sont les précurseurs sur lesquels il faut mener leur action. Les choses se sont un peu gâtées avec les Américains parce que les Américains ont pris des sanctions contre justement les responsables des bureaux antinarcotiques chinois, ce qui évidemment crée un problème de dialogue. Donc là, apparemment, ils ont déjà discuté entre M. Blinken et ses interlocuteurs en Chine quand il est allé en Chine, et que là, il y a un peu de progrès puisqu'ils ont décidé de mettre ensemble finalement un groupe pour étudier la question. En plus. Et pourquoi les Chinois, finalement, laissaient un peu filer tout ça? Parce que vous avez l'air de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les sanctions américaines. Enfin, il y avait tout de même... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les sanctions ont empêché un dialogue ou d'avoir un groupe de travail. Vous ne pouvez pas travailler avec des gens que vous avez sanctionnés, quoi. Alors, c'est les mêmes qui ont le pouvoir d'empêcher éventuellement l'exportation des précurseurs. Alors là, si vous voulez, je pense qu'effectivement, là, c'est un point très positif parce qu'ils vont avoir un groupe de travail ensemble. Donc, en principe, plus rien empêche finalement les Chinois de coopérer avec les Américains pour arrêter en amont les précurseurs qui rentrent dans la composition de Donc ça, c'est une concession chinoise? C'est pas une concession, je pense que c'est un commencement de dialogue. Il ne faut pas toujours voir dans un rapport de force dans les deux, parce que les Chinois, ils refusent ce discours-là. Plus vous dites aux Chinois, vous devez faire ça, moins ils sont prêts à coopérer. Par contre, ce qu'ils insistent sur cette réunion, c'est cette rencontre, c'est un esprit d'égalité. Voilà, donc c'est un peu leur leitmotiv. Tant qu'on se respecte mutuellement, on peut travailler ensemble. Hein. Donc, vous voyez quand même une guerre économique entre les deux, une guerre sur la technologie, une très forte rivalité. Ce que je veux dire, c'est que le narratif chinois, diplomatique chinois, c'est pas nous qui inaugurons les hostilités, et nous aimerions que vous adoptiez la même attitude, de ne pas considérer, nous, la Chine, comme votre ennemi, quoi. On peut coopérer ensemble. Bon, c'est ça le truc. Alors maintenant, vous avez un contexte américain qui est très particulier. Et ce problème de fentanyl, par exemple, Biden est très intelligemment, d'ailleurs, a demandé à ce qu'au cours de la réunion de l'APEC, que le président mexicain et le président chinois se réunissent pour discuter de ce problème, puisqu'on les renvoie dos à dos en disant, écoutez, il y en a un qui dit que c'est l'autre il dit que c'est... Non, c'est... Donc Biden, il joue un peu à l'arbitre sur cette affaire. Vis-à-vis de l'opinion américaine, c'est une très bonne... je pense que c'est une bonne manœuvre, quoi. Donc, Oui, Pierre-Antoine Denet. Le narratif chinois, je me permettrai de reprendre un tout petit peu ce que vous venez de dire, Jean-Paul. C'est un double langage, parce que, évidemment, le narratif, c'est la Chine est engagée vers une émergence pacifique, on ne dérange personne, etc. Or, c'est quand même, je dirais, pratiquement l'inverse, parce qu'on se souvient, Deng Xiaoping, à l'époque, c'était ça. Lui disait à l'ensemble du bureau politique du Parti communiste chinois, restons humbles pour nous attirer la sympathie du monde. Ne faisons pas de démonstration de notre puissance. Et depuis 2012, l'arrivée de Xi Jinping, c'est le chemin exactement inverse et contraire. Oui, bien sûr. Et donc, je poursuis là-dessus. Si l'agressivité, elle est là, non seulement bien sûr de Taïwan, qui est absolument exemplaire et tous les jours, mais regardez ce qui s'est passé en mer de Chine du Sud avec les Philippines il y a quelques semaines. C'est une agressivité évidente. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, mais avec l'Inde, ça a été pareil. Avec le Bhoutan, on grignote aussi des petits bouts ici et là. Alors, sur le fond, maintenant, je veux dire une chose simple, c'est que Xi Jinping en sort aussi conforté pour une raison simple, c'est qu'il avait besoin d'être conforté parce que, pour des raisons économiques, on pourra y revenir, il y a, comment dirais-je, notamment chez les jeunes, un vrai divorce entre ce que le parti leur apporte, leur propose, et ce à quoi ils rêvent. Et c'est très différent des générations d'avant.
On le voit très bien. Il rêve de quoi? De consommer des produits américains? Pas du tout, absolument pas. Il rêve d'une vie différente, qui n'est pas travailler comme des forcenés à la chaîne dans les usines mal payées. Les jeunes femmes ne veulent pas ni se marier ni avoir d'enfants pour des raisons simples. Elles veulent, pour une certaine, faire carrière, mais pour d'autres, elles refusent ce système. Et moi, je me souviens, pendant ces manifestations... Donc vous dites qu'il y a une contestation forte auprès des jeunes, en fait. Alors la contestation, elle est voilée parce qu'on ne peut pas s'exprimer ouvertement. Alors la façon de s'exprimer, c'est de dire « non, vous ne disposerez pas de nos corps, vous ne le ferez jamais, et la jeunesse est là pour s'y opposer, nous n'avons pas vos valeurs ». Alors maintenant, pourquoi il y a aussi un gain pour Xi Jinping, c'est qu'il se montre vis-à-vis de la population chinoise comme un homme raisonnable, un homme d'État qui cherche l'entente avec son principal rival à un moment où il est assez contesté quand même. Un mot, Jean-Paul Chang, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire écoutez, moi, Antoine Bonnet c'est un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet, mais en 2 mots. Non, en 2 mots, je pense que c'est plus sur le plan politique. Effectivement, une détente à l'extérieur aura un impact positif sur la vie politique et sociale en Chine. C'est évident. Tout pays qui se sent un peu paranoïaque par rapport à des risques extérieurs ont tendance à connaître finalement des périodes de tension interne aussi, et donc de manque de diminution de liberté, quoi, et donc de renforcement d'un pouvoir plus centralisé, toujours plus centralisé. Et donc s'il y a une détente réelle avec éventuellement le plus grand partenaire américain, qui entraîne ensuite une sorte de détente dans la région, y compris sur le problème de Taïwan, à ce moment-là, je vais dire, l'ambiance peut être très différente en Chine. Et les Chinois, en plus, il faut bien... C'est pas un vœu pieux, ça, une vraie détente? Non, je ne crois pas, parce que l'économie chinoise est en train de repartir en ce moment. Et qu'après le Covid, il faut bien voir la partie business du voyage de M. Xi Jinping là, et la présence de tous les CEO américains. Elle est importante. Très, très importante. Elle a une raison. Et Arnaud Vollerin, pour rebondir. Oui, il faut rappeler peut-être ce dîner auquel a participé Xi Jinping. Donc, il y a un ensemble, bon, évidemment, il y avait tous les GAFAM, un certain nombre, vraiment tous les CEO de la Silicon Valley étaient présents. Minimum, il fallait payer, me semble-t-il, 2 000 €. Ça, c'était le ticket minimum, mais ça pouvait aller jusqu'à 20 000 si on était plus ou moins proche de Xi Jinping pendant ce dîner. C'est ça. En tout cas, il y a un enjeu économique important de rassurer les Américains pour Xi Jinping et de leur dire « venez investir dans notre pays ». Voilà, tout à fait. Il y avait de la part de Xi Jinping, d'ailleurs même avant la préparation de la visite, l'un des objectifs de Xi Jinping était d'organiser ce repas. Je crois qu'il y a même eu une discussion entre l'administration Biden et l'équipe de Xi Jinping pour faire précéder la rencontre avec Biden par ce dîner. Donc il y a vraiment eu un projet de l'administration Xi pour effectivement tendre les mains aux investisseurs étrangers, puisque l'économie chinoise en a besoin. Je pense que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'économie chinoise a quelques gros problèmes structurels contre lesquels elle a du mal à lutter. Le chômage des jeunes en est un, le problème de l'endettement en est un autre, le problème de déflation. On parle même maintenant d'un système à la japonaise que le Japon a connu dans les années précédentes. Donc, l'économie chinoise est quand même pas dans un état mirobolant. Et je pense qu'effectivement, l'administration Xi a besoin de rassurer au moins à l'extérieur et de rassurer également effectivement à l'intérieur. Et je pense que Xi Jinping va rentrer en Chine avec l'assurance d'avoir réussi plutôt sa visite d'une part, et aussi d'avoir montré qu'il avait été clair, qu'il avait maintenu les principes intangibles, inflexibles sur notamment Taïwan. Alors on va reparler de Taïwan, mais avant cela, Mathilde Vélier, justement, est-ce que vous pourriez réagir sur cette espèce d'opération de séduction de Xi Jinping avec les investisseurs américains en pleine rivalité commerciale, avec bon, évidemment les mesures de part et d'autre protectionnistes, rivalité technologique, puisque c'est votre spécialité, les Américains qui ont mis donc des restrictions drastiques, par exemple, à l'exportation des semi-conducteurs, donc, et puis en représailles, Pékin qui a mis en place des restrictions à l'exportation de 2 métaux rares, qui sont le gallium et le germanium. Enfin, il y a une vraie guerre technologique et on ne peut pas dire vraiment qu'elle soit plus là, cette guerre, avec ce dialogue. Oui, exactement. Je voulais juste rebondir sur ce qui était dit sur le dîner. Je pense que c'est un exemple assez intéressant parce qu'il illustre à la fois effectivement vraiment la volonté de Xi Jinping de rassurer les investisseurs et les entreprises américaines dans un contexte, notamment les entreprises de la tech, dans un contexte qui s'est vraiment tendu du fait des restrictions américaines, mais surtout du fait des mesures chinoises en Chine. Et ça illustre aussi la crispation quand même politique qui demeure à
Washington, avec par exemple la réaction de certains élus comme Mike Gallagher, qui est le président d'un comité qui se spécialise sur la Chine à la Chambre des représentants, et qui est tout de suite monté au créneau en disant c'est absolument scandaleux, en blâmant à la fois les autorités chinoises et surtout les entreprises les entreprises américaines qui sont venues assister à ce dîner, en disant que c'était absolument scandaleux d'organiser un tel dîner avec des autorités chinoises responsables du génocide au Xinjiang, etc., etc. Donc ça illustre à la fois ces deux aspects. Et oui, sur la question de l'apaisement promis par cette visite, moi, je suis un peu plus sceptique que ce qui a été dit. Alors, je n'utiliserai pas forcément le terme de guerre technologique ou commerciale dans ce contexte, parce que ça prêterait un peu à confusion, puisque justement, l'objectif, c'est de renforcer la stabilisation et la communication pour éviter un incident sécuritaire. Mais on est quand même sur un contexte de très forte compétition sur le plan technologique et commercial qui va rester. Ça, c'est à peu près sûr que les États-Unis ne reviendront pas sur les restrictions qui ont été mises en place, et que même on voit qu'il y a une tendance à les renforcer et les actualiser et les étendre progressivement. Il y a eu les fameuses restrictions sur l'exportation de semi-conducteurs et de leurs équipements de fabrication en octobre 2022, mais elles ont été actualisées en octobre 2023 pour étendre encore un peu et préciser le champ. On a vu qu'il y a un contrôle depuis plusieurs années sur les investissements qui entrent aux États-Unis, notamment en regardant bien les investissements chinois qui entrent aux États-Unis. Mais depuis août, il y a également eu un décret présidentiel sur les investissements américains vers la tech chinoise, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc il y a une extension progressive, et on voit qu'en fait l'objectif de l'administration Biden, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ça se soit accepté comme la nouvelle normalité, c'est le new normal de la relation États-Unis-Chine, d'essayer de maintenir un cadre de stabilisation pour éviter que ça dégénère, mais tout en sachant que ce type de restrictions vont continuer à être proposées. Il y a encore des propositions, par exemple, de ce type au Congrès. C'est probable que ce sera encore actualisé dans les temps qui viennent. Et en fait, la marge de manœuvre politiquement est tellement étroite que c'est beaucoup trop risqué politiquement, surtout à l'approche d'une année avec des élections présidentielle et au Congrès. C'est beaucoup trop risqué politiquement d'avoir une autre position que être très ferme sur la Chine. Et c'est à mon avis aussi comme ça qu'on peut expliquer ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le terme de dictateur utilisé par Joe Biden, c'est que l'audience politique interne aux États-Unis est quand même très favorable à une position vraiment ferme sur la Chine. À l'égard de la Chine. Vous êtes d'accord, Jean-Paul Chang? C'est vrai que sur les technologies, elle l'a quand même très bien souligné, Mathilde Bélier, on va plutôt vers encore plus de mesures plutôt que vers moins. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs des dissensions à Washington? Parce que, par exemple, Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, est peut-être beaucoup plus favorable à un rapprochement avec la Chine d'un point de vue économique, peut-être que d'autres, par exemple. Le découplage financier est quasiment impossible, à vrai dire. On peut mettre des critères de sécurité nationale sur tout, notamment dans le domaine de la haute technologie. Mais il est clair qu'une des conséquences que les Américains ne négligent pas, c'est de savoir que toutes ces sanctions et restrictions peuvent avoir comme résultat tout à fait paradoxal de faire émerger finalement une puissance chinoise dans le domaine des semi-conducteurs et des chips. Et qui Pourquoi ? Parce qu'ils se disent on va les produire. Non, parce que ils sont forcés si vous les prenez à la gorge. Alors, c'est ce que font les Américains, c'est leur discours. Les Américains sont très surpris, par exemple, par le dernier téléphone de Huawei 60P60 qui a un microprocesseur de 7 nanomètres de dimension. Selon la technologie chinoise. Non, mais peut-être, mais en tout cas, les Américains, démontent tout pour essayer de voir si c'est vraiment que de la technologie chinoise ou il y a encore de la technologie américaine là-dedans. Mais il est clair que les Chinois, de toute façon, dépensent un argent fou pour former des ingénieurs, des chercheurs et pour fournir les entreprises chinoises mettent beaucoup d'argent aussi dans la recherche et développement. Mais ils le feraient de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si vous bouleversez complètement les chaînes d'approvisionnement, y compris dans le secteur de haute technologie, les victimes, c'est pas seulement réduit à la Chine. Je veux dire, tout le monde, les boîtes américaines qui font 70% de leur bénéfices sur la Chine, comme Nvidia, ou je ne sais pas comment s'appelle cette société. Nvidia. Et 70% perdent le marché chinois, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il y a des divergences. Mais la divergence existe aussi en Europe, je peux vous donner. Oui, alors sur l'Europe, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais effectivement, sur cette idée de découplage, effectivement, Pierre-Antoine Donnet, parce que découplage, ça veut dire effectivement, on est vraiment plus ensemble, on est vraiment
vraiment dans un protectionnisme Je des deux rejoins côtés. tout à fait Jean-Paul. Le découplage en tant que tel est impossible. Parce que les économies mondiales, et en particulier dans cette zone, sont trop imbriquées pour y parvenir. Mais là, ça montre aussi que s'il y a une souplesse côté chinois aujourd'hui, il y en a aussi une côté américain. Et pourquoi ? C'est parce que le nouveau terme, c'est dérisquer. Et voilà, dérisquer. Et C'est un dérisquer, terme en Europe aussi. qu'on oui, utilise, alors hein. dérisquer, ça vient d'où? Dérisquing. C'est Madame von der Leyen qui l'a la première annoncé. Et peu de temps après, les Américains ont fait cette expression aussi. Alors, on ne sait pas très bien, le téléspectateur, c'est pas très bien ce que ça veut dire dérisking. Donc ça veut dire avant de signer un contrat avec un partenaire, par exemple le chinois, on étudie quels sont les dangers d'abord de le dupliquer, de le copier, de le piller, ou également quelles sont ses retombées duales, notamment militaires. Et les semi-conducteurs, on sait très bien que l'utilisation est notamment militaire. Donc, si vous voyez, il y a une étude. On distingue en fait le secteur. Dérisqué, ça veut dire une étude de militaire, risque ouais. avant de signer un contrat. C'est tout. Donc, c'est pas le découplage, mais c'est quand même déjà une étude très, très serrée qui C'est-à-dire- évite justement tout ce qu'on a pu voir. Ça veut dire qu'il y a des secteurs auxquels on ne touche pas, hein, c'est ça, à Novo-Orléans, qui restent totalement nationaux et d'autres, au contraire, plus de Oui, tout consommation. Peut-être qu'il y l'effort aura de des l'administration échanges. Biden a été ces derniers mois, ces dernières années, de tout faire pour qu'il n'y ait pas effectivement de processeurs, de puces qui servent à la fois aux civils, mais surtout aux militaires. Ils craignaient que les Chinois passent effectivement à un usage dual de ces nanos. Et donc il y a eu toute une politique on peut le dire, quasiment de containment vis-à-vis de la Chine. Et c'est en tout Endiguement. cas que... Enfin, Endiguement, voilà. Mais elle continue, Merci. celle-là, d'un point de Tout à vue fait. militaire. Et sur ça, le sommet, enfin la Sur le rencontre militaire, ne change on- absolument pas. On est dans l'endiguement, il y a juste Tout à cette fait. ligne rouge dont on a parlé qui va pouvoir donc faire en sorte qu'il y ait une sorte de canal d'information ou de communication justement sur ces questions militaires. Alors, on va aborder quand même la question de Taïwan, parce que celle-là, effectivement, c'est vraiment la question qui fâche. Et on ne peut pas vraiment dire que cette conversation entre les deux dirigeants ait pu, en fait, apaiser quoi que ce soit. On va écouter d'abord le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois et le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères. Taïwan a toujours été la question la plus importante et la plus sensible dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Xi Jinping a également précisé la position de la Chine. La Chine demande aux États-Unis de respecter le principe d'une seule Chine, de s'opposer à l'indépendance de Taïwan, de cesser d'armer Taïwan, de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de soutenir la réunification pacifique de la Chine. Joe Biden a réitéré son engagement en faveur de la sécurité de Taïwan et les relations sont solides. L'administration a également exprimé par des actions concrètes son soutien ferme à Taïwan. Arnaud Volerin, puisque vous avez écrit un livre sur Taïwan, il faut rappeler qu'il y a un contexte donc, d'élection présidentielle, donc c'est le 13 janvier. 13 janvier, c'est ça tout à fait. Oui. Et donc la présidente actuelle aujourd'hui est plutôt assez anti-chinoise, on peut la classer comme ça, et qu'en face d'elle, il y a un parti qui est le Kuomintang. Donc elle a son dauphin qui va se présenter parce qu'elle ne peut pas se représenter à cette présidentielle. Et en face, il y a le Kuomintang qui est donc un parti plus proche des Chinois. Donc c'est un peu ça qui va se jouer en janvier. On peut dire que c'est important parce qu'effectivement, les Américains disent qu'ils vont soutenir militairement Taïwan si jamais il y avait un incident, en tout cas militaire avec la Chine. C'est important ce qui se joue là. Oui, c'est important parce qu'effectivement, c'est la fin d'une ère. Les 8 années de la présidente Tsai Ing-wen vont marquer naturellement la fin d'une époque. Il y a une incertitude quand même sur l'issue de ce scrutin, puisque vous l'avez mentionné, l'opposition est bien présente. Elle vient en plus de s'unir. Les deux candidats principaux de l'opposition se sont unis face au candidat William Lai qui prend la succession de la présidente Tsai Ing-wen. Donc on est dans un climat électoral qui est tendu, rempli d'incertitudes, avec une opposition qui peut effectivement tenter de dire qu'ils peuvent tendre eux la main à la Chine sur le théâtre, notamment sur le terrain notamment commercial, et envisager une relation avec la Chine qui soit un peu plus apaisée. En tout cas, c'est le narratif, une expression qu'on a employée tout à l'heure au sujet de la Chine, c'est le narratif qui est porté par le KMT. Grosso modo, c'est un choix un peu binaire qu'il propose, c'est avec nous, vous aurez la paix, avec le DPP, donc la suite du parti au pouvoir, vous aurez la guerre. Vous aurez la guerre. C'est ce qu'on a actuellement comme genre de débat. Et les sondages montrent effectivement que si les deux candidats unissent leurs forces, ils arrivent grosso modo à dépasser un tout petit peu le candidat qui est le vice-président actuel, William Lai du DPP. Donc il y a une vraie incertitude sur l'enjeu et l'avenir des relations interdétroits. Pierre-Antoine Denet, est-ce qu'on peut dire que les Américains soutiennent le candidat donc de la présidente actuelle, Tsai, et que les Chinois soutiennent le candidat du Kuomintang, ou est-ce que c'est trop binaire? On ne peut pas dire les choses de cette façon-là, parce que les États-Unis prenant le parti du DPP, ce serait
à vrai dire, un cadeau à l'opposition taïwanaise. Parce que là, on verrait une ingérence extérieure dans les affaires de Taïwan grossière et jamais Washington... Donc elle ne peut pas dire, elle ne le fera pas. la présidente, qu'elle a les États-Unis. Ce serait une erreur et politique et diplomatique majeure. Donc non, c'est vrai, vous avez raison de souligner que le débat est là, qu'il y a une certaine incertitude qui d'ailleurs prouve que la démocratie fonctionne à Taïwan, qu'elle est vivante, qu'elle est même exemplaire dans la région. À bien des titres, elle est plus avancée que le Japon ou la Corée du Sud, par exemple. Mais là aussi, pour revenir à ce sommet, côté américain, on n'a strictement rien lâché du tout. C'est-à-dire qu'on a répété la position officielle qui est une seule Chine, sans dire laquelle d'ailleurs. Et c'est tout. Avec, dans le contexte qui n'a jamais été démenti, le fait que Joe Biden a dit par 4 fois que s'il y avait une tentative d'invasion, sans expliciter comment ça se passerait, les États-Unis défendraient Taïwan. Et ça, le contexte est là, il n'a jamais été oublié à Pékin. Quant à ce qui a été dit par M. Wang Yi, là, qu'on a vu parler, et par Xi Jinping juste avant, là aussi, strictement rien n'a changé. Le narratif est exactement le même, à une virgule près. Donc ça veut dire quoi? Qu'on risque quand même une guerre non. Si jamais... Franchement, moi, je ne suis pas de cet avis du tout, parce que si vous, pour une raison simple, Jean-Paul parlera juste après, mais pour une raison simple, c'est que si cette guerre avait lieu aujourd'hui, très sincèrement, il y a de très fortes chances que l'Armée populaire de libération perde. Pour des raisons... L'Armée populaire de libération, c'est... Chinoise. La Chine. Voilà. Et pour les raisons claires, c'est que non seulement il y a les forces américaines, mais il y a le Japon derrière, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie. Donc ils ne le feront pas maintenant. Ça ne veut pas dire... Pas maintenant, c'est ce que vous dites, pas maintenant. Oui. Alors après, peut-être que l'élection... Alors dans quelques années, on verra. Le résultat de l'élection peut peut-être aussi faire pencher un petit peu la balance d'un côté ou de l'autre. Réagissez, Jean-Paul Tiang. Je vais vous faire réagir, Mathilde Vélier. Oui, en fait, tout dépend effectivement des élections de janvier. Donc pour vous, c'est un scrutin important? Oui, pour tout le monde, pour Xi même pour les Jinping Taïwanais, quelle que soit la tendance politique. Hein. On va connaître dimanche, on va connaître le ticket ou pas. Hein, le ticket, vice-président, oui. Parce qu'il y a 2 partis qui doivent s'entendre. Donc il y aura un président et un vice-président comme candidat. Et suivant l'ordre finalement des candidats, les sondages, en tout cas, seront peut-être un peu différents. Ceci dit, c'est vrai que ça place les partis d'opposition dans une meilleure position par rapport à William Lai. Et que... le candidat donc, de Tsai. Donc il y a une possibilité d'une période d'apaisement quand même, disons de baisse de tension militaire, quoi. Et d'un autre côté, je n'ai jamais cru à une guerre vraiment que mènerait le continent, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas demander... Et pourtant, on entend dire que les Taïwanais s'y préparent, qu'il y en a un certain nombre d'ailleurs qui s'entraînent au tir. Bien sûr, mais c'est un thème. Et je crois que si vous parlez avec un Chinois du continent, ça ne lui viendrait pas à l'idée d'aller faire la guerre contre son compatriote de Taïwan, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas à l'idée de Xi Jinping? C'est ça, en fait, la question. Excusez-moi, je vous fais réagir, mais Mathilde Vélier, vous voulez peut-être réagir sur la question de Taïwan, cette élection? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'en tout cas, dans le cadre de ce sommet, personne n'a bougé sur la question de Taïwan et tout le monde a campé sur ses positions et réitéré ses positions, avec notamment côté chinois une réitération du fait que la réunification, je cite, est inarrêtable. Donc c'est vrai que c'est toujours à la fois un peu inquiétant et à la fois je pense qu'on peut se rassurer du fait que justement le rétablissement de communication entre les chefs d'État et à haut niveau au sein de l'armée est rassurante et permettrait de limiter le nombre d'incidents qui effectivement risquaient de se multiplier. Mais tout ça montre qu'en tout cas, l'année prochaine, je pense, va être assez décisif, puisqu'entre les élections à Taïwan, qui, effectivement, je pense aussi que l'usage vraiment de la force est très, très improbable, mais qui pourrait s'accompagner de mesures peut-être informationnelles ou d'influence de la part de la Chine, et les élections de novembre aux États-Unis, avec, c'est sûr, le sujet chinois qui sera aussi très, très cristallisant, va être assez décisif. Arnaud Vollerin. Oui, juste un mot sur la réunification, puisque c'est quelque chose qui revient souvent dans l'expression des dirigeants chinois. On réunifie quelque chose qui a été d'abord unifié. Or, jamais, jusqu'à preuve du contraire, dans l'histoire, la Chine populaire n'a contrôlé Taïwan. Donc, employer le mot de réunification comme l'emploient à longueur de tribune les responsables chinois n'a pas de sens historique. Donc ça, c'est la première chose.
Après, il faut Jean-Paul s'attendre. Chang, à mon avis, n'est pas d'accord avec vous. Là. C'est probable. Hein. Non, je dis que... Enfin, je vous donne la parole. Et après, Même le Kuomintang ne serait pas d'accord avec vous. Hein, donc voilà. Après, la grande incertitude de l'année prochaine, c'est il faut s'attendre, je pense, et se préparer à une Chine un peu plus agressive, un peu plus nerveuse, puisque les armes qui ont été commandées par Taïwan depuis une petite dizaine d'années vont commencer à arriver. Elles avaient été retardées. Armes américaines ? Des armées américaines, effectivement, puisque les États-Unis restent le principal fournisseur d'armes à l'île, vont commencer à arriver sur l'île. Et donc, il faut s'attendre effectivement à avoir des réactions chinoises parce que les montants sont impressionnants. Et puis, on voit bien, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, que Taïwan est en train de se préparer à la guerre, même si elle refuse. Vous, c'est ce que vous avez constaté en y allant ? Tout à fait. On voit effectivement que les gens s'y préparent. Même si effectivement les autorités taïwanaises, et je pense qu'elles ont raison, disent bien, moi j'ai rencontré il y a quelques jours, quand je suis allé présenter le livre à Taipei, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères qui m'a dit la guerre, elle n'est pas là. On ne va pas se battre dans 2 ans, dans 3 mois, etc. On n'y est pas. Mais effectivement, il faut qu'on se prépare parce qu'on n'était pas prêt. Et c'est sous pression américaine, là encore, que l'île est en train de se préparer, d'adopter une stratégie de posture de défense asymétrique, des petites armes pour pouvoir affronter. Quand vous dites sous pression américaine, tout en disant que finalement Madame Tsai, la présidente, ne veut pas dire qu'elle est proche des États-Unis, donc c'est ambigu tout de même le lien entre les États-Unis et Taïwan ? Le lien est très fort. Il s'est resserré depuis effectivement l'arrivée de Mme Tsai à la présidence de Taïwan. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une relation qui est parfois complexe, une relation à 3 avec la Chine d'un côté, les Taïwan et les États-Unis de l'autre. Et c'est vrai que Washington, assez fréquemment, met la pression sur les autorités de Taipei, notamment, par exemple, pour réformer le système de défense. Ça, c'est une réalité. À vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement ça. Mais la guerre hybride, vous savez, la guerre traditionnelle, on voit qu'elle est quand même assez mise en échec sur le front ukrainien pour le moment. Personne ne peut prédire ce qui se passera dans 6 mois là-bas, mais pour le moment, c'est un échec qui a été d'ailleurs très coûteux en vies humaines pour l'armée russe. À Pékin... On verra si c'est un échec. Hein, oui, pour le moment, ça n'est pas le cas. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore on ne peut acté. pas dire. Mais ce que je voulais dire, c'est simple, c'est que aussi bien à Pékin qu'à Taipei, on a regardé ça avec beaucoup d'attention et que l'un et l'autre en ont tiré des enseignements. Oui. À Pékin, on a vu qu'il y avait une résistance farouche que personne n'aurait imaginée en Ukraine. Et à Taipei, on a aussi suivi ces enseignements en se disant, en effet, il faut nous préparer encore plus activement, et c'est ce qu'ils font. Jean-Paul Chang. Non, je pense que la Chine a une stratégie de... La Chine, elle voudra à un moment donné cette réunification. Bien sûr, ça, en mais fait, elle pousse à une réunification politique, pacifique, par 2 moyens. C'est effectivement pousser à un changement de régime, si j'ose dire, que les indépendantistes ne soient plus au pouvoir à Taipei pour faciliter. Ils ne sont pas indépendantistes. Non, ils ne sont pas indépendantistes. Oui, mais c'est ce qu'eux, ils appellent des... Oui, voilà. Les Chinois disent que ce sont des indépendantistes. Mais... ça, c'est le narratif de Pékin. Plus DPP... Jamais Tsai Ing-wen n'a employé le mot indépendantiste. Il n'a juste cette revendication-là. Non, soyons juste un tout petit peu juste. Plus de DPP, ça fait l'affaire de Pékin. Donc, Et deuxième chose, la Chine mise énormément sur l'intégration économique de Taïwan avec Xiamen, Amoy, le sud de la Chine. Les villes côtières juste en face. Et ils pensent qu'en ouvrant grande la porte et fournissant énormément d'avantages ou de perspectives pour les hommes d'affaires de Taïwan, ils arriveront tôt ou tard. Ils arriveront à les amadouer. En tout cas, avoir des relations pacifiées. Voilà. Donc, c'est une réalité d'ailleurs. Sur l'île effectivement de Kinmen, c'est une réalité. Même si eux, ils sont très forts dans les semi-conducteurs, c'est ça, les Taïwanais ? Oui, bien sûr. Donc ils sont leaders quand même. C'est 92% du marché pour les dernières technologies de semi-conducteurs. Donc ils sont forts, ces Taïwanais. Merci beaucoup. Ça défend la démocratie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mathilde Vellier en direct de Washington, Jean-Paul Chang, Arnaud Vollerin, Pierre-Antoine Donnet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.